Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief pas des primes. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes ravis de ce nouveau récital du Papy Ball. En tout cas, tout le monde va mieux. C'est fini la déprime. Regardez un petit peu ça, la une de l'équipe. Il y a de la joie. La une de la Provence, le plein de confiance. Ça y est, c'est bon. Tout est relancé, on est reparti, on va gagner l'Europa League et on n'est plus qu'à je ne sais plus trop combien de points du PSG, mais pas tant que ça, donc qu'il se méfie. On arrive, 36, ça fait quoi, 19 points? On va les rattraper, surtout avec le drama Kylian Mbappé qu'il y a en ce moment. Donc plus sérieusement, ça fait du bien un petit peu d'avoir une bonne série. Des joueurs qui font ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire être meilleurs que les joueurs de Clermont qui jouent dans des fonctions que l'on comprend. On comprend ce que veulent faire ces joueurs, on comprend ce que veut faire cet entraîneur. Et tout de suite, ça va bien mieux. Donc voilà, on va parler donc de la magnifique victoire de l'OM à Clermont. Et comme d'habitude, si vous êtes en replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner. Tout ça, vous savez comment ça marche sur cette plateforme. Et nous, on va débriefer un petit peu ce match. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que je l'ai déjà fait hier avec les amis de FCM. Donc, j'ai un peu l'impression de me répéter. Mais pour vous, public, je suis prêt à tout. Donc voilà, par ce beau dimanche bien pluvieux, bien dégueulasse, on va aller faire un tour un petit peu du côté des stats, pourquoi pas, pour parler de ce petit Clermont OM. Alors déjà, faire un point sur le classement, voir qu'avec 36 points, on est dans le top 6. Alors bien sûr, il faut attendre les matchs de Lens et de Rennes aujourd'hui, en sachant qu'en plus Lyon dans tous les cas n'aurait pas pu nous rattraper et ils vont jouer contre Lens, donc forcément il y aura une de ces deux équipes qui va perdre des points. Et même Rennes, je suis pas, alors ils sont sur une très bonne série, mais ils vont jouer Lorient qui est aussi sur une plutôt bonne série, donc à voir. C'est pas gagné d'entrée et voilà. Après il y a surtout Nice. Franchement, vu la dynamique actuelle, je me remets à penser à remonter dans les 4 premiers. C'est peut-être un peu prématuré. On va en parler parce que on va pas bouder notre plaisir. L'OM se remet à gagner les matchs qu'il doit gagner, comme Montpellier, comme Clermont. Et vraiment, on peut dire oui, c'était faible en face. Oui, mais souvenez-vous, il y a encore peu, Marseille-Metz, c'était faible et on ne le gagnait pas. Même, Lyon va un petit peu mieux, mais on ne le gagnait pas. Monaco était à 9 et on ne le gagnait pas. Strasbourg, depuis, ils sont dans une spirale infernale, mais on ne le gagnait pas. Donc, on ne gagnait pas les matchs évidents. Et d'ailleurs, même Montpellier, on n'avait pas réussi à le gagner avant la trêve. Et Thionville, on avait gagné 1-0. Donc, c'était vraiment, vraiment compliqué. Là, on réussit à faire ce qu'on doit faire. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, il va y avoir des moments où au moins j'aborde ces matchs-là. Il va y avoir tout un passage là avec la double confrontation contre Villarreal. Il faudra faire très très fort. Pour moi, c'est limite les matchs les plus importants de ces prochaines semaines. Et ensuite, il y aura Rennes, Paris, Lille, Nice. C'est des matchs dans lesquels on va prendre moins de points, logiquement. Il faut s'y préparer. Après, on les aborde mieux, on les aborde avec un peu plus de confiance. Combien de points on va en prendre, on ne sait pas. Mais on va pas mettre 5-1 à Rennes et à Lille, normalement. Si on le fait, j'espère que vous gardez ce clip et que vous me le ressortez. En tout cas, ce sera avec un grand plaisir si c'est bien le cas. Donc voilà, on va se dire on savoure un petit peu ça. Après, on va prendre un petit peu moins de points. Et sur la fin de championnat, normalement, après avoir passé un petit peu ce mois d'avril qui va être compliqué, on termine par
Reims, Lorient, Le Havre. Reims qui aura peut-être décroché à ce moment-là, donc il y aura peut-être moyen de faire un truc. Et Lorient et Le Havre qui sont deux équipes du bas de tableau. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On est relancé. On peut avoir un petit peu d'ambition pour cette fin de saison. Et hier, l'OM a plus que fait le taf, a très bien fait le taf. On aurait pu être inquiet après l'égalisation de Bilal Boutoba. D'ailleurs, il me semble que en direct, le commentateur de Canal l'appelle Nabil Boutoba, alors que ce n'est pas du tout Nabil Boutoba. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je regarde un petit peu aussi le live. Vous êtes toujours là? On est toujours en direct? Ouais, ça va, tout fonctionne bien. Voilà, parce qu'il n'y avait plus de messages. Vous êtes beaucoup moins actifs que quand on se fait exploser, quand on est tout déprimé, en fait. C'est un petit peu ça. Le contexte, non mais je rigole. Mais oui, donc on en revient à ce match de Clermont-OM. Donc ouais, il y avait une petite, franchement, il y a eu une petite crainte au moment où Boutoba il égalise. Tu te dis ah merde, c'est peut-être ça y est, on est reparti. Je pense que si on avait encore Gattuso, on aurait perdu ce match. Après l'égalisation de Boutoba, on se serait fait dessus. Gattuso aurait voulu dire à ses joueurs de jouer d'une certaine manière que seul lui comprend. Ils auraient rien compris. Ils auraient été atrophiés par le génie de Calabre et on aurait fini par prendre un deuxième but sur coup de pied arrêté. On aurait perdu 2-1 et aujourd'hui on serait là à se dire ah putain Clermont avait gagné un seul match truc et Cependant, Gattuso nous aurait dit on n'a pas été dominé parce qu'on aurait eu de meilleures stats. Là, c'est pas le cas. Voilà, on se fait rejoindre à un but partout. On reprend l'avantage 6 minutes plus tard de manière totalement logique avec d'ailleurs c'est même complètement j'ai même pas revu les images parce que Aubameyang réclame un penalty il me semble juste avant en fait l'action juste avant après il y a un centre il tombe il réclame un penalty on n'a même pas revu parce que le ballon revient il repart de l'autre côté il y a un nouveau centre et là il y a but donc c'est vraiment C'est vraiment dans cette idée de montrer qu'on est supérieur. Voilà, on a montré à Clermont qu'on était supérieur. Il ne faut pas non plus parader. On a un budget qui est 50 fois supérieur à Clermont. J'abuse, peut-être pas 50 fois, mais sincèrement, peut-être bien 5-6 fois au moins supérieur à Clermont. Combien ils ont de budget Clermont? Enfin, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on a beaucoup plus de moyens financiers que eux. Donc, c'est logique. Mais en tout cas, déjà, on fait ce qui est logique. Donc voilà, on met le deuxième, on met le troisième, et puis là notre ami Jean-Louis Gasset commence à faire tourner, et les remplaçants, ils carburent aussi. Mumbagna, il va faire une passe décisive, un but. Le quatrième but, celui de Luis Enrique, c'est vraiment un plaisir quand on a passé tout ce temps à voir cette équipe qui faisait des mauvais choix dans le mauvais tempo, au mauvais moment, les mauvaises courses, les mauvais trucs. Ils étaient tous complètement désordonnés, pas du tout coordonnés, tous ensemble. Et là, on voit une action simple, un contre. Il y a un attaquant devant, tu la mets à l'attaquant devant, l'attaquant il court, il prend le défenseur, il voit qu'il y a deux partenaires sur le côté, il fait une passe toute simple, ça fait but. Franchement, on n'en demande pas beaucoup plus. C'était très bien. Et enfin, le dernier but de Mumbagna quand Clermont avait vraiment la tête dans le seau. Un très joli but, une belle frappe pour qu'il démontre à tout le monde qu'il a un petit peu de talent. Bref, du travail bien fait, on est content. Un petit tour sur les stades. Donc voilà, 17 tirs à 7. On a été largement supérieur. Oui, Gennaro, nous n'avons pas été dominés par Clermont. C'est vrai. Bon, la possession, tout ça, voilà, c'est... Tout est bien fait et donc on se retrouve 6e. Vraiment, encore la semaine dernière, je pense que je vous disais, même 6e, ça va être difficile. Donc là, on est 6e en sachant qu'on va avoir un calendrier plus compliqué. Mais déjà, rentrer dans les places européennes, revenir dans ce qui est l'ordre naturel, enfin dans ce qui est la place naturelle de l'OM, c'est-à-dire que l'OM doit jouer les places européennes, revenir dans cette bagarre-là, c'est déjà un petit soulagement. Voilà, Jean-Louis Gasset est arrivé pour sauver les meubles. Il est en train de le faire. Donc on va s'en féliciter.
Et on va déjà voir ça un petit peu. Je vais vous lire un petit peu. Ça fait plaisir de voir jouer l'OM enfin. Voilà, c'est l'heure de la sieste. Et ouais, Ricky, réveille-toi. Non, je rigole. En plus, c'est vraiment pas une journée. Vraiment une journée un petit peu déprimante, alors que pour une fois l'OM n'est pas déprimant, mais vraiment je vous jure, le ciel est gris, je suis sorti pour prendre un truc au magasin, il pleuvait, je suis rentré trempé et tout, c'est vraiment déprimant. Euh, Luis Enrique qui marque, on aura tout vu hier. Et oui, Luis Enrique qui a un petit peu progressé, on le sent un petit peu, on sent que c'est un petit peu moins, un personnage de comédie pour ado, quoi. En fait, là, c'est un peu en train de devenir un homme, donc c'est bien pour lui. Luis Enrique, il est un peu en train de devenir un adulte. Que de temps perdu avec Gattuso quand même. Alors, c'est intéressant de se dire ça parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter. Euh, Comme je l'ai dit hier, vous savez que je ne porte pas Gattuso en très haute estime, même si je pense que c'est une personne... enfin, ça avait l'air d'être une personne sincère, mais je pense que c'est un mauvais entraîneur. Je pense que vraiment, hein, je pense qu'il y croyait, je pense qu'il a fait son max, mais juste qu'il n'était pas bon. Mais oui, d'accord. Non, si, en fait, on peut dire que de temps perdu avec Gattuso parce qu'on aurait pu aller chercher quelqu'un d'autre qui aurait, à mon avis, pu au minima nous placer voilà, dans cette course au moins, voire un petit peu plus. On aurait pu avoir 4-5 points de plus et être quatrième, troisième, quatrième. Par contre, en fait, le truc, c'est que je me dis, si on prend Gasset plus tôt, je suis pas certain que ça fonctionne aussi bien. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que là, Gasset, c'est l'homme de cette situation. C'est-à-dire que c'est l'homme de la situation, tout est perdu. Enfin, ou plutôt, on n'a plus rien à perdre, c'est foutu. Il faut essayer de sauver ce qu'on peut sauver, de repartir sur les basiques de chez basique. Et là, lui, il arrive, il dit ok, moi je sais faire, venez, j'essaye. Et ça fonctionne. Et je pense que Gasset, ça fonctionne dans ce contexte-là. Et ça fonctionne peut-être pas dans le contexte post-réunion de septembre, gros bordel, machin, truc, là où on va chercher le génie de Calabre. Donc voilà, c'est important à dire parce que à Marseille, on a tendance à faire des vérités absolues de trucs qui ne le sont pas forcément. Alors qu'on est le club au contexte où le contexte est peut-être le plus important parce que il est bouillonnant, il est très spécial, on fait beaucoup de vérités absolues. Voilà, et voilà, comme tu le dis, Lico, Gasset est parfait pour des opérations commando. En plus de ça, Gasset n'était pas dispo en septembre-octobre puisqu'il il était encore sélectionneur de la Côte d'Ivoire, donc ça n'aurait pas été faisable. Et voilà, là je pense que pour une opération commando, pour un truc où en plus il exprime très bien ce qu'il fait, genre redonner de la confiance, redire à tout le monde t'es un crack mon petit, tu vas aller casser des côtes, fais des trucs comme ça. C'est très très bien. Donc c'est parfait pour cette opération commando. Dans ce contexte-là, je ne sais pas si c'est exceptionnel. Par exemple, je vois que beaucoup disent ah bah si on le gardait l'année prochaine. Encore une fois, faudra voir le contexte. Si le contexte à la fin de la saison c'est les joueurs sont super attachés à Gasset, sont prêts à se déchirer pour lui, ils ont que de l'amour, que des sentiments forts pour papa Jean-Louis, et qu'il y a vraiment un truc à faire, pourquoi pas, je dis pas qu'il faut absolument se dire bon bah ça y est Gasset on s'en va. Je pense que là ça fonctionne bien parce qu'il est dans cet état d'esprit, parce qu'il est dans ce truc là. Mais faudra voir la fin de la saison prochaine. Faudra voir, je suis pas certain. Je pense que ce serait bien quand même de repartir sur autre chose. Mais bon, après dans tous les cas, s'il y a un contexte, si la direction voit un contexte favorable, et ben, on regardera ça, on jugera ça avec le plus d'objectivité et même un peu de bienveillance parce que on espère qu'il va nous qualifier en Coupe d'Europe et ce sera déjà pas mal. Ricky qui dit Gattuso viré avant, ça veut dire que les joueurs auraient été moins humiliés par le génie calabré, donc qui ne se donnent pas à fond comme maintenant. Là, ils jouent pour eux-mêmes, pour laver leur honneur.
il y a souvent ce truc quand même à l'OM, tu vois, de joueurs qui font n'importe quoi. Je pense à la dernière saison de Deschamps et qui, après, comment il s'appelle, Eli Bop, eh ben, ils sont en mode commando et puis ils prouvent à tout le monde qu'en fait, oui, l'année passée, les supporters disaient ah, on a les purs joueurs de la planète Terre et l'année d'après, ben, on voit que juste sur leur talent, ils sont supérieurs au reste. Donc, donc voilà, Papa Gassé se fera bouffer par ses feignasses ingrates, c'est écrit. Je sais pas, il y a un truc un petit peu... En fait, je sais pas si vous avez écouté le dernier numéro d'Olympique Magnifique, votre podcast préféré sur l'Olympique de Marseille, bien sûr. Et il est sur la chaîne YouTube et sur Spotify, où on a reçu le sémillant Roro Grosmerdier, qui est supporter de la SSE et qui nous avait un peu expliqué ce qu'avait fait Gassé là-bas. Et en fait, c'est vrai que Gassé, il a quand même ce truc de cimenter un groupe qui est derrière l'objectif, etc. Et qui va faire en sorte qu'il se donne à 100%. Donc, je ne sais pas s'il se ferait bouffer par les feignasses ingrates, comme tu dis, Ricky, mais je sais pas. Franchement, moi, je pense que pour tout le monde, pour que l'an prochain on voit pas aussi des trucs où il se fait détruire sur les réseaux sociaux, où on insulte Jean-Louis Gasset, machin, après l'avoir encensé, je pense que ce serait pas mal de comment dire, qu'il s'en aille en fait à la fin de saison, qu'il fasse son boulot, qu'il laisse un très bon souvenir et qu'il parte la tête haute. Son honneur l'avait aussi parce qu'il est parti de comment ça s'appelle, de la Côte d'Ivoire dans des conditions un peu compliquées. Là, il remet l'OM en Coupe d'Europe. Disons qu'il nous fait faire un petit quart de finale parce que Villarreal, c'est important. Même une demi d'Europa League. Pourquoi pas, rêvons. Il s'en va. Après, on peut reconstruire sur des bases un peu saines. Ce serait déjà très très bien. Et je sais pas. Si je devais partir sur un truc, je dirais qu'il faudrait qu'il parte et qu'on trouve un entraîneur sur lequel on peut s'appuyer un petit peu sur la durée. Mais après, s'il reste, écoutez, je jugerais ça de manière tout à fait positive. Hiro qui nous dit je comprends, mais on pouvait le faire post-Pancho avec la défaite contre Paris et le nul difficile contre l'Ajax et on n'était pas obligé de prendre Gassé, juste pas Gattuso. J'ai toujours pensé que notre effectif était bon et largement suffisant pour rouler sur 15 sur 18 de la Ligue 1. C'est à peu près ce que je pense aussi. Je pense que là-dessus, je suis sur la même... Je pense que Gattuso, c'est une erreur de casting. Déjà, Marcelino... Il y a certains bémols à apporter parce que moi j'aurais voulu le voir jouer contre l'Ajax et contre Paris, voir jusqu'où il pouvait aller. Est-ce que vraiment ça ne pouvait pas fonctionner, mais bon, voilà, il part un peu tôt, peut-être aussi un peu de sa faute, peut-être un peu de la faute des supporters, peut-être un peu de la faute de Longoria. Dans tous les cas, il est parti très vite et on n'est pas certain que c'était un très très bon choix de Pablo. Et ensuite, Gattuso, c'est un mauvais choix. Voilà, point. On a vu Gattuso, on a vu 3-4 mois, on a vu quelqu'un dont on ne comprenait pas ce qu'il voulait mettre en place, qui n'a rien impulsé. Parce que je vais arrêter de taper sur Gattuso. Je le fais vraiment beaucoup trop systématiquement. Très mauvais choix, Gattuso, voilà. Et il aurait fallu partir sur autre chose. Et Mourad, sur quel genre de coach repartir après le dernier cirque et les transitions Tudor, Marcelino, Gattuso? Ben, je ne sais pas aussi si vous avez entendu. Alors attendez, je parle un peu. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu... lors de la conf de présentation de Gasset, j'avais l'impression que Longoria, il était un petit peu revenu à un truc où il faut du football spectaculaire à l'OM. Il remettait un peu en cause les erreurs qu'il a fait sur ses choix de coach, tout ça. Donc j'espère qu'il aura compris qu'il faut repartir sur un football où tu mets des buts, où tu prends des risques, où oui, tu vas pouvoir prendre des buts en contre. Oui, des fois, on prend des buts en contre quand on joue
offensif. C'est un truc qui arrive. Il ne faut pas être traumatisé. Ça arrive. C'est comme quand on sort et qu'il pleut, on risque d'être mouillé. Et ouais, ça arrive. Vraiment, je comprends pas, je m'explique pas ce traumatisme de oui, mais on a pris des buts en compte. Je le comprends pas. Donc voilà. Mais je trouve que Zidane serait parfait avec cet effectif. C'est un entraîneur respecté par ses joueurs qui cherche à les mettre au mieux possible. Moi, je pense que Zidane, en fait, il est trop fort pour cet effectif. Et que donc, je suis pas certain que c'est bon. Il faut quelqu'un qui fasse progresser les joueurs. Je pense que Zidane, c'est un peu plus l'école des champs où tu prends les joueurs, tu leur dis. Je compte sur vous pour faire ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Moi, je vous mets en confiance, truc, machin. Alors que ces joueurs-là, c'est des joueurs jeunes qui sont quand même dans la catégorie B, qui sont pas dans la catégorie A. Je pense que voilà, Zidane, c'est un entraîneur de joueurs de catégorie A et qu'on a des catégories B qu'il faut amener à un niveau le plus proche possible des catégories A. Je suis pas certain que c'est le style de Zidane. Donc voilà, Franck S pour prendre la suite, ça serait top. La suite, je sais pas, je sais pas. Ouais, en fait, je l'aime beaucoup, Francaise, hein, mais réussir à arriver à l'OM, réussir à l'OM, c'est pas facile. C'est pas la faute de Longoria si Sampaoli s'est chié dessus. Nous demande J3M. Je pense pas. Je pense que franchement, Sampaoli, il réfléchissait énormément au football. Il interprétait beaucoup les matchs qu'il faisait et je pense qu'il s'est fait des nœuds au cerveau tout seul. Vraiment. Donc je pense pas. Le Mourad, j'espère que tu vas bien en ce lendemain de victoire, même s'il ne faut pas encore s'emballer. Jeudi sera une date importante. Ouais, franchement, jeudi. En fait, maintenant déjà que Gasset a remis un peu tout le monde d'équerre, on est sur un truc. Jeudi, on peut savourer, on peut aller au stade en ayant des attentes, en se disant waouh, ça va être génial, on va vivre un truc. Et c'est déjà beau qu'il ait réussi à faire ça. Et puis on verra pour la suite. Ah là là là, Sarr, c'est 10 buts en... Ah oui, Baptiste, parce que tu disais, c'est toi qui disais, je suis un peu chafouin par rapport à vos propos hier sur Sarr ou même Oba. Sarr, c'est 10 buts en 1400 minutes sur cette saison. Ousmane Dembélé, c'est 11, juste pour que vous sachiez. D'accord, ok, mais d'accord. Et ensuite, alors, parce qu'en plus Sarr, on a juste dit que il y avait quand même beaucoup de déchets, mais mais en fait, on n'a pas dit que Dembélé était super fort aussi. En fait, je comprends pas. En fait, je comprends. Je t'avoue que je comprends pas parce que donc Sarr est super fort parce qu'il a mis 10 buts en 1400 minutes cette saison. C'est ça. Et en fait, donc il faut dire non, mais il est quand même très bon, il est quand même très utile. Il a marqué des buts. C'est vrai qu'il a marqué des buts en étant souvent nul, parce qu'il y a pas mal de matchs où il les sauve en marquant des buts, donc c'est très bien. Mais c'est pas suffisant. T'es satisfait d'Ismaïla Assar sur le terrain cette saison, Baptiste? Vraiment, c'est une question. Parce que, en fait, on est aussi dans un truc où, moi, en fait, Ousmane Dembélé, pour tout vous dire, pour être poli, je m'en tape complètement, en fait. Je m'en tape vraiment d'Ousmane Dembélé. Donc, je vois pas pourquoi que ce soit une arnaque ou pas une arnaque, on s'en fout. Et que je sois déçu par Ismaïla Sarr, ça change rien non plus. Et en plus, j'ai des espoirs sur Ismaïla Sarr. Je pense qu'il a des qualités, mais par contre, je le vois pas être très bon. Et après, c'est pareil. On va retomber sur tous ces débats, ces trucs. Oui, mais en fait, aujourd'hui, on ne se base que sur les stats, que sur les trucs. Ismaïla Sarr, hier, c'est le moins bon des attaquants. En fait, on est à peu près d'accord là-dessus. Et il a fait une passe décisive hier, Ismaïla Sarr. Après, moi je m'en fous, je veux qu'il réussisse, Ismaïla Sarr. Je trouve qu'il a des qualités intéressantes, mais je suis désolé, quand il est dans la surface de réparation, qu'il a 3 joueurs derrière lui et qu'il frappe dans le petit filet,
Bon, voilà, quand il fait, quand il peut centrer, mais qu'il centre au troisième poteau, bon, ben voilà. En fait, il y a aussi pas mal de moments où Ismaïla Sarr fait des mauvais choix, alors qu'il a beaucoup de munitions. Donc, c'est ça qu'on lui reproche. Et en fait, le truc, c'est aussi qu'Ismaïla Sarr, il a ce côté, putain, il y a du potentiel chez ce mec depuis qu'il a éclos à Metz. Donc moi je me souviens de lui, la saison Mitchell. Ça commence à faire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Enfin, ça commence à faire 7-8 ans qu'on se dit, ok, à un moment ça va être un très bon joueur. Mais oui, non, mais voilà. Après, en plus, j'ai essayé, parce que Baptiste, il me dit, ouais, mais ça me rend fou qu'on ait besoin d'un bouc émissaire. Mais moi, franchement, je comprends, d'accord, là, je comprends ce que tu veux dire, et c'est pour ça que j'ai essayé d'être un peu tempéré. Et c'est aussi parce que je suis un peu déçu d'Ismaïla Sarr, parce que j'y croyais un petit peu. Mais après, on ne l'a pas détruit non plus. On a quand même mis beaucoup de bémols sur nos critiques en disant, bon, bah voilà, il a beaucoup gâché, machin, faudrait qu'il fasse mieux, truc, machin. Mais en effet, après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément... t'as raison là-dessus, on a un peu toujours besoin d'un bouc émissaire. Et il y en a peut-être... il y en a peut-être pas besoin dans cette situation-là. Par contre, ouais, s'il y a un joueur... Enfin... S'il y a un joueur que je veux pas forcément revoir titulaire, c'est peut-être Ismaïla Sarr. Après, s'il est titulaire, bon bah ce sera bien. Mais t'as raison. Faut pas forcément chercher des boucs émissaires. Et hier, la majorité des joueurs ont été bons. Et moi, l'un de mes boucs émissaires de ce début de saison, c'était Pierre-Emerick Aubameyang. Et je suis en train de me dire, bah ok, bah écoutez, comme ça commence à ressembler à une réussite, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc il faut le reconnaître. Le potentiel offensif que l'on montre en ce moment est supérieur à ce qu'on a pu voir sous Sampaoli ou Tudor. J'ai du mal à savoir si ça vient du niveau des joueurs qui a augmenté ou si Gasset a réussi à trouver une formule. Je sais pas si tu vois le potentiel offensif s'il est supérieur, mais en tout cas en fait moi je pense que cet effectif il est pas bien inférieur à ce qu'avait Sampaoli ou Tudor. Il y a des styles différents, il y a peut-être des faiblesses sur certains postes un peu plus qu'à d'autres, mais je pense que tu vois, ce sont des effectifs qui se valent et qu'en effet là, il est en train de remettre un petit peu l'ensemble sur des bons rails, notre ami Jean-Louis Gasset, et aussi parce que tout le monde avait fait n'importe quoi et qu'ils savent qu'ils ont fait n'importe quoi. Je pense que les joueurs ils le savent aussi qu'ils ont un peu foiré, et d'ailleurs c'est ce qu'a dit Jean-Louis Gasset. Donc voilà, on va faire un tour un peu du côté de la presse, voir un petit peu les fameuses notes des joueurs, les top flops de l'équipe. On voit ça, je regarde un petit peu si c'est bien centré, voilà. Donc les notes de l'équipe, Pau Lopez 5, Klose, c'est peut-être un peu sévère pour Pau Lopez, Klose 8, Chancel Mbemba 7, Balerdi 7, Merlin 5. Ok, bon c'est pas un match exceptionnel, bon ok, pourquoi pas. Pape Gaï 7, Unai 6, Iliman Ndiaye 6, Harit 5, Aubameyang 6, Ismaïla Sarr 6. Ok, et la Provence c'est en page 18-19, donc on va aller chercher ça, voilà. Et les notes de la Provence, je regarde que vous voyez bien, voilà. Pau Lopez 5,5, Klose 7, Mbemba 6, Balerdi 6,5, Merlin 4, Unai 5, Pape Gaï 6,5, Harit 4,5, Sarr 6, Ndiaye 6, Aubameyang 6. Ok, bah, par exemple là je comprends, enfin quant à Merlin, pourquoi c'est un peu sévère je trouve. Alors la Provence nous dit il a été le moins en vue de la ligne de 4 défenseurs dans la construction. Peu avant la pause, il réalise un bon contrôle suivi d'un long ballon précis pour Sarr, mais son match est entaché d'un dégagement, j'avais oublié le dégagement raté, qui permet à Bouteba de marquer, heureusement sans grande conséquence. C'est vrai que ça met une grosse ombre à son match quand même, ce dégagement raté de Quentin Merlin. C'est ce qu'avait dit, je pense que c'est notre ami Bueno Coco sur Twitter, qui parlait d'un
d'un consultant qui disait le dégagement est un geste technique très sous-coté. Et c'est vrai que c'est un geste technique. Et on commence en effet entre Klose, Gigot et Merlin sur les derniers matchs. Ça fait beaucoup de gestes techniques ratés. Et ouais, ok. Bon, là-dessus, je comprends donc un peu la sévérité et j'avais oublié. J'avais oublié cette histoire de dégagement raté. Jonathan Klose 8 sur 10. Jonathan Klose, alors je le trouvais plutôt bon, hein, mais je trouve qu'il y a un petit peu que c'est beaucoup, enfin qu'il y a une petite enflammade sur lui généralement. Bon, après pourquoi pas, hein, mais j'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai vu des meilleurs matchs de Jonathan Klose à l'Olympique de Marseille, donc voilà. Asdin Ounahi, 5 sur 10. On se demandait s'il était sur le terrain quand il a raté une passe en retrait. Heureusement reprise par Mbemba, puis une passe vers l'avant, puis un centre. Collé à Klose ou Gay ou Sarr sans les aider, il a semblé perdu. Il sauve son match sur 2 bons centres pour Aubameyang, le deuxième étant décisif. Moi, je trouve que c'est vraiment sévère. Comme voilà, d'ailleurs, l'équipe lui a mis 6. Je trouve qu'Ounahi, ça a été correct. C'est pas très très bon, hein, mais c'était correct. Ça a été utile, déjà c'est pas mal quand on commence à trouver une utilité à Azzedine Ounahi, on commence à s'apercevoir qu'il a un profil un peu particulier quand même. Ounahi, c'est difficile de lui trouver une utilité sur le terrain, de rendre ses qualités fonctionnelles dans le jeu d'une équipe. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a une belle conduite de balle, qu'il peut avoir une certaine vision de jeu, mais il a besoin d'un peu de temps. Et puis il a besoin aussi de prendre de la confiance et d'être un peu plus tueur dans le dernier geste. Et il a un peu du mal... il lui manque beaucoup de choses à Azzedine Ounahi pour être un vrai joueur de haut niveau. Hier, il a été plutôt bon. Comme Amin Harit. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai montré hier dans le débrief de FCM. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est où déjà ça doit être dans match report et voilà, player position. Voilà. Vous voyez un petit peu cette... Est-ce que je peux pas faire ça? Si je fais comme ça, en zoomant un petit peu, vous allez un petit peu mieux voir. C'est la position moyenne des joueurs et c'est très intéressant parce que déjà on voit que l'OM est généralement dans la moitié de Clermont. Alors forcément, si on a vu le match, c'est pas une surprise, mais en plus de ça, on voit aussi l'utilité qu'avait donné Gasset à tous ses joueurs, donc les latéraux hauts et qui prennent les côtés. On a beaucoup vu Klose apporter offensivement. On voit que Ounahi et Harit étaient donc chargés d'être sur cette deuxième ligne. Ce qui est important dans le football, c'est l'espace et le temps. Donc on occupe tout l'espace et après c'était aux joueurs de trouver le temps de faire des bonnes choses. Et donc en attaque, on a donc Ismaël Assar qui était beaucoup plus central au final que ce qu'on peut imaginer en regardant le match. Iliman Ndiaye qui est bien au centre et qui est beaucoup redescendu, et Aubameyang qui partait plutôt de la gauche. Mais on voit alors c'est juste cette carte des positions, hein, mais elle est intéressante à voir comme ça pour comprendre un petit peu l'organisation qui avait été mise en place. Et en tout cas, on voit qu'il y avait une bonne occupation. Il y avait une occupation logique de l'espace par cette équipe. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup de là où on vient. Et on avait vraiment laissé... on voit qu'il y a un gros gap ici entre Mbemba, Balerdi et Gaït, quoi. On les avait vraiment laissés en mode... bon... eux ils vont attaquer et puis vous gardez un peu les moutons, hein. Vous faites gaffe à ce qu'il se passe pas grand chose, à un peu écumer derrière et empêcher qu'on soit en danger. Donc je l'ai trouvé vraiment intéressante cette petite carte et voilà, donc je voulais un petit peu aussi vous remontrer ça. Voilà, après est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Il fait quand même 3-4 passes qui peuvent être décisives. Nous dit Hiro, tu parles de qui? De Ounahi? Parce que oui, Ounahi, il est quand même... là, hier, c'était intéressant. Il savait là où il devait jouer. Ouais, voilà, Ounahi. Parce que Ounahi, il savait où il devait jouer. Moi, je me souviens aussi
OM Le Havre, qu'on gagne 3-0. Pendant tout le match, Unai il se tourne vers le banc en demandant à Gattuso. On voyait que personne n'était satisfait. Il me semble que c'était Verretou qui était à côté de lui, qui lui disait non mais va là, va là. Il comprenait pas exactement là où il devait aller. Hier, Unai il savait exactement où il devait aller. Comme on le voit sur la carte, il savait qu'il devait être là, sur le côté droit, entre Klose et Ismail Assar, et ça devait être ce soutien. Je pense qu'un joueur comme Unai, il bénéficie aussi pas mal de la renaissance d'Iliman Ndiaye, parce qu'Iliman Ndiaye, c'est quelqu'un qui joue beaucoup en remise et qui te met face au jeu. C'est-à-dire que soit il se met lui face au jeu, soit il est dos au but et il fait le fameux truc du troisième homme où on lui donne un ballon et immédiatement il te met à toi qui est libre et qui est face au jeu. Et Azzedine Ounahi, c'est vraiment un joueur qui a besoin d'être face au jeu pour exploiter sa qualité de passe. Donc je pense qu'il en bénéficie aussi, Azzedine Ounahi, et que là, voilà, c'était très bien. Et pareil, même Amin Harit, qui a aussi été meilleur à l'OM, mais hier il a été très bon, notamment c'est le troisième but où il récupère le ballon. Et on voit, il récupère le ballon exactement dans cette zone-là. Il récupère le ballon dans cette zone-là. En fait, je trouve qu'il a été bon dans l'implication collective, Amin Harit, hier. Il a peut-être un peu moins brillé par la passe, par les trucs comme ça, mais il a fait un match avec un vrai coffre, avec pas mal de récupération, et puis avec des moments décisifs, parce que c'est décisif ce moment où il récupère le ballon et après il le donne à Ismail Assar qui donne à Jonathan Klose. Donc d'ailleurs Ismail Assar il finit avec 2 passes D, hein, si je dis pas de bêtises. Là vous allez pas très bien voir, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, ce sera mieux comme ça. Normalement, oui, voilà. Donc, mais même je peux même le reculer un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, il manque un peu de justesse dans le choix du moment de la passe. Harit nous dit, ouais, peut-être un petit peu, mais déjà, s'il apporte autant au niveau récupération, tout ça, c'est bien satisfaisant. Moi, j'étais vraiment satisfait de cette organisation, de ce truc où tu arrivais à... En fait, tu as trouvé un truc fonctionnel, quoi. T'as mis 3 vrais attaquants qui sont limite plus axiaux parce que ce qu'on redoutait avec Gattuso, c'est-à-dire qu'il nous mettait son 4-3-3 et on demandait à Iliman Ndiaye d'aller faire descendre sur le côté droit, il n'y arrivait pas, c'était pas ses qualités, ou alors à Ismail Assar, bon ça fonctionnait pas trop, on envoyait Pierre-Emerick Aubameyang vraiment sur le côté. Là, les mecs peuvent partir de ces zones-là, mais c'est pour être axiaux. Ils sont soutenus par 2 gars derrière qui ont quand même des qualités plus ou moins de meneurs de jeu, j'ai bien dit plus ou moins, et en plus de ça, on leur offre l'assistance de 2 latéraux qui font beaucoup d'efforts. C'est peut-être très offensif, et c'est vrai qu'il y a eu quelques zones, quelques situations sur lesquelles on aurait pu être en difficulté aussi, on va pas l'oublier. Balerdi et Mbemba font aussi 2 très bons matchs, donc voilà. Mais après, écoutez, on n'a rien sans rien, hein. Il faut faire des choix, et Gasset, il fait des choix clairs. C'est clair pour ses joueurs, c'est clair pour le public, c'est clair pour l'adversaire, c'est clair pour tout le monde, et ça fonctionne. Donc on prend, hein. Voilà. Pierre-Emerick Aubameyang, il fait 6 tirs. C'est vrai qu'il a déjà sur le but, il y a la tête plus le tir. Il y a aussi cette belle occasion là où il reprend bien un ballon. J'ai le souvenir d'une frappe aussi en première période quand il revient du côté gauche, il me semble. Mais ouais, il est assez actif. En fait, d'ailleurs, ce matin, je me suis fait cette réflexion un petit peu sur Pierre-Emerick Aubameyang, parce que si vous suivez ces lives, vous savez que j'ai été, et je pense à raison, hein, parce que pour moi, les joueurs qui doivent être en première ligne quand ça va pas, c'est les joueurs qui sont censés être tes cadres, les joueurs qui sont les plus référencés, les plus expérimentés, sur lesquels tu mises le plus financièrement et qui doivent porter un peu tout le monde. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, je pense qu'il a pas porté l'équipe en début de saison, qu'il sous-performait. Mais et puis ensuite, je me disais, ok, bon, il sauve souvent ses matchs par un but, par une passe D, par un truc. En sachant que c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce pourquoi on va le chercher.
vraiment, l'argument de la direction de l'OM qu'il répète à tout va cet été, c'est Aubameyang est un meilleur finisseur qu'Alexis Sanchez. Donc, tu dis, bon, ok, c'est un joueur de moment. C'est-à-dire qu'il a un moment, il sauve son match et il commence à faire ça. Après, je me disais, bon, c'était toujours pas suffisant. Après, là, il commence à arriver un moment où il commence à... Vu que tu t'es venu le chercher pour être un finisseur, donc pour marquer des buts, donc pour avoir des moments, il commence à en avoir beaucoup des moments. Donc il faut commencer à se dire... bah Aubameyang, en fait, c'est pas... ça commence à ressembler à une réussite, quoi. C'est-à-dire 19 buts, 8 passes décisives. Peut-être qu'il a pâti aussi. Alors, il a pâti d'abord du fait que l'équipe, elle est ni queue ni tête, clairement. Si l'équipe était fonctionnelle, oui, Aubameyang et Sanchez sont pas comparables, mais on va les comparer justement pour dire que c'est deux joueurs différents. C'est un peu comme. Je vais chercher un petit peu. C'est parce que. Alors, je vais y venir. Mais en fait, je me suis dit ce matin, en fait, Aubameyang, c'est un peu comme Florian Thauvin. Le moment où Florian Thauvin était bon, il avait des stats de dingue. Et il y avait des gens qui le critiquaient parce qu'ils disaient oui, mais il apporte rien dans le jeu, il fait pas ça, il fait pas ci. Et en fait, quand Florian Thauvin était dans l'équipe où il y avait Ocampos qui faisait 1 milliard d'efforts de l'autre côté, qui avait Dimitri Payet qui ordonnait un peu tout ça, et que tu avais un avant-centre peu ou prou fonctionnel, et que tu avais des milieux de terrain qui faisaient le taf, que tout était fonctionnel, et ben lui, Florian Thauvin, c'était un peu comme une arme létale de plus. En fait, c'était un petit peu le petit plus. C'était le mec qui est censé faire la différence, qui va peut-être pas être utile pour le jeu, pas être utile pour le collectif généralement, mais qui va faire la différence. Et en fait, c'est là où il devient utile pour le collectif, parce que tu as besoin de quelqu'un qui met ces buts-là. En fait, c'est un peu une arme soliste, Aubameyang. Et dans cette... pour moi, il s'inscrit un peu donc dans la même case que Florian Thauvin, même si ce sont deux joueurs complètement différents, que voilà, Florian Thauvin avait un style différent, etc. Alors que, comme le dit Hero, Sanchez était un moteur, il initiait le jeu, voilà, je lis ton message, pour moi Sanchez est un moteur, il initie le jeu, le pressing et la volonté de l'équipe. Aubame, c'est un rouage, il a besoin d'une équipe qui tourne pour le magnifier, pour finir les actions, voilà, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Et cependant, dans ce qu'il fait, Aubameyang, il est en train de montrer qu'il est encore très bon. Donc voilà, il est encore très bon puisqu'il marque des buts. Alors, si on aime un style de football différent, on peut se dire, moi je préfère 1000 fois Sanchez, c'est compréhensible, mais Aubameyang, dans ce qu'il fait, c'est pas mal. Après, le problème, c'est que l'équipe n'était pas fonctionnelle. Donc en fait, on voyait que ses défauts à Aubameyang. C'est-à-dire que comme l'équipe n'a pas été fonctionnelle pendant très longtemps, on voyait que le fait que ce n'était pas un moteur, qu'il n'initiait pas le jeu, le pressing et la volonté de l'équipe, comme tu le dis, Hero, pour reprendre tes trucs. Et donc on voyait que c'était qu'un simple rouage, et un rouage d'une équipe qui était toute rouillée. Donc on se disait, bah, c'est un rouage tout rouillé. Et maintenant que l'équipe commence à mieux tourner, on se dit, ah bah en fait... putain, c'est quand même un rouage en or, Aubameyang. Donc on commence à... Voilà, comme quoi le contexte est toujours très important pour comprendre un joueur. Et cependant, on peut continuer à se poser des questions. Est-ce que... parce qu'il y a un autre truc, hier, Aubameyang, il dit aussi, j'avais besoin de temps pour retrouver du rythme, pour retrouver des repères, machin. J'ai fait une saison blanche la saison précédente. Et c'est là où vraiment Longoria est critiquable, je pense, sur ses choix de début d'année, avant ce grand trauma de cette réunion que je m'explique toujours pas et qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais quand même, tu as pris un coach qui avait besoin de temps et une star, un joueur clé qui avait besoin de temps.
lorsque tu n'en avais absolument pas. Donc là, il y a une grosse erreur de gestion de Longoria, c'est-à-dire que tu n'en avais absolument pas. Il était vital que tu te qualifies pour la Ligue des Champions et il était vital que ton avant-centre fonctionne. Après, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait avant, je pense que tu disais Marcelino, il va mettre en place un truc carré, fonctionnel, et donc Aubameyang, il va rentrer là-dedans, ça va être un rouage, on va voir ses qualités, et tu as pris le pari qu'il mette peut-être un peu moins de temps, mais voilà, tu as pris des paris qui n'ont pas fonctionné, donc voilà. Mais petit à petit, écoutez, on va finir par se dire 19 buts, 8 passes décisives, c'est pas donné à tout le monde. Baptiste qui dit Aubame est arrivé dans une équipe qui était à la peine, dans une ambiance pas terrible. Sanchez est arrivé dans l'OM de Tudor qui était un rouleau compresseur dans une ambiance de travail sérieuse et une équipe fonctionnelle. Pas comparable, Sanchez est capable de créer une action seule. Aubameyang, lui, il est capable de finir dans les grands rendez-vous. Oui, voilà, c'est plus ou moins ce qu'on dit. C'est Aubame a besoin d'être un rouage dans une équipe qui fonctionne. Et Sanchez, il va essayer de créer lui-même la machine. Et c'est un peu la grande différence. Donc voilà, bon, tant mieux et tant mieux qu'Aubameyang réussisse parce qu'on avait misé très très cher sur lui et bon, au niveau salarial et c'était important qu'il réussisse. Et maintenant, il faut que l'équipe continue à tourner et il faut qu'il continue à impulser quelque chose de positif dans cette équipe. Et je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, il est plutôt positif. Après, c'est au niveau technique où il n'impulse pas quelque chose par rapport à Sanchez. Mais au niveau d'état d'esprit, je pense qu'il est plutôt positif. On voyait que dans le système du coach précédent que l'on nommera plus, bah, il avait qu'une action, donc s'il la loupe comme Tronis, bah, tu as l'impression qu'il ne sert à rien, mais le problème c'est que tu n'as qu'une action en fait. Ouais, on le disait ici assez fréquemment. C'était aussi le truc de Gattuso de miser sur ce football à somme presque nulle en se disant ok, eux ils vont avoir une action, nous on va avoir une action, nous on va la mettre, eux ils vont pas la mettre. Bah oui, mais dans une saison de merde, ça tournait toujours dans des avantages, mais bon, t'avais pas compris apparemment. Et ça aussi c'est un petit peu quand même ce qu'a un peu expliqué en creux Longoria, qu'il souhaitait avoir un football plus équilibré, plus à somme nulle quoi. C'est c'est euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment une saison ratée de Longoria, mais il est un peu en train de il essaye vraiment en tout cas parce que je sais que c'est aussi tout à l'heure Baptiste tu parlais de ne pas trouver de ne pas trouver de bouc émissaire. Bon, bah, Longoria, c'est devenu le bouc émissaire. C'est celui sur lequel il faut taper. Ça fait du bien à tout le monde de taper dessus, etc. Alors qu'on peut aussi peut-être avoir une analyse un peu froide et dire oui, c'est complètement raté. Là, je pense qu'il s'est raté cette saison. Voilà, il a fait des erreurs. Et cependant, il a aussi, il est peut-être en train de rattraper un tout petit peu ses erreurs. Il y aura des regrets dans tous les cas. À la fin de saison, il y aura des regrets. Mais moi, quand j'étais en conférence de presse et que je l'entends dire, on ne peut pas dire en tant que responsable de l'Olympique de Marseille, on ne peut pas simplement se dire bah c'est bon, la saison elle est foutue, on abandonne, on passe à la suite. Alors que c'est exactement ce que je me suis dit. Moi, ce que je me disais, ce que je répétais ici, je me suis dit bah écoute, il a peut-être il a raison, et s'il arrive à sauver ce qu'il arrive à sauver, c'est bien, et pour moi, il prouvera qu'il est meilleur que les précédents responsables de l'Olympique de Marseille qui avaient tendance à baisser les bras, ou en tout cas à se dire, à ne pas chercher à absolument réagir dans les situations qui étaient désastreuses. Mais bon, je pense qu'il faudra dans tous les cas, il faudra qu'il réussisse la saison prochaine pour qu'on refasse des Longoria Got. Et puis après, s'il rate un transfert, on dira Longoria, c'est une arnaque. Enfin, on connaît le truc. C'est aussi pour ça qu'on aime l'OM, parce que l'OM, c'est excessive. Et c'est comme ça que l'on vit ce club. C'est que l'on vit son club. Tu vois aussi un bon capitaine quand il te sort de la tempête. Et là, il tient un bon cap.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un peu, voilà, il y a un peu un truc comme ça quand même où tu vois que franchement, moi je me disais, ça y est, c'est bon, c'est foutu, il n'y a plus rien à espérer. Et peut-être, dans tous les cas, il y aura des regrets. Dans tous les cas, il s'est raté, Longoria. Faut pas se raconter d'histoire. Dans tous les cas, Longoria, il s'est raté. Mais il fait son max pour avoir le moins de regrets minimum. Et bah, c'est respectable. Voilà, c'est respectable. Après, ça, parce que je sais que là, il y a des mecs ils pourraient entendre ça, ils vont être énervés, ils vont dire mais t'as pas honte, tu défends Longoria, parce que là, il faut absolument le détruire. Et c'est un truc aussi, des fois, qui m'énerve. Tu vois, Baptiste, par exemple, sur le chat, tu vois, tout à l'heure, on parlait du fait de trouver des boucs émissaires. Sincèrement, ça fait depuis 2017 maintenant que je suis un petit peu dans ce truc du commentaire autour de l'Olympique de Marseille. Maintenant, je sais ce qu'il faut dire pour que tout le monde m'aime et que tout le monde se dise ah ouais bah c'est bien, c'est ça, ouais c'est ça. Là, il faut que je défonce Longoria. À un moment, il fallait que je défonce Aubameyang. Il faut que même le truc. Gattuso, Gattuso, ça a mis du temps avant et ça a été gentil. Personne n'a dit du mal de lui parce que c'est Gattuso, c'est la grinta machin. À ce moment-là, il fallait dire les joueurs, ils sont tous nuls à chier, ils savent pas faire trois passes. En fait, il y a un moment quand tu es suffisamment longtemps dans ce milieu, dans ce métier, un petit peu, tu sais exactement les trucs. Comment dire, les trucs un petit peu populistes qu'il faut dire pour te faire apprécier de tout le monde. Et là, en ce moment, il faut juste dire que Longoria, il est nul, que c'est un arnaqueur, qu'il fait ça, qu'il fait ci. Et franchement, j'en vois pas l'intérêt. Je vois pas. Voilà, Hiro qui dit il fallait dire c'est pas Gattuso, c'est la CAN et c'est les joueurs. Combien de fois j'ai entendu mais ces joueurs, ils savent pas faire trois passes. Ces joueurs, ils peuvent pas faire de trucs. Ils savent. Je suis désolé, je suis désolé, je sais que ces joueurs-là, moi je regarde la Ligue 1, j'aime la Ligue 1. D'ailleurs là, je suis en train de rater, de rater Nice, il me semble. Mais je sais qu'il y a plein de joueurs de Ligue 1. Quand j'entends sur les émissions, ah putain, ce mec-là, il faut qu'il vienne à l'OM, etc. Moi je le vois jouer, je me dis, ouais, mais si il rate ce qu'il ratait, je sais pas, quand il était à Lorient ou à Rennes, et qu'il arrive à l'OM, il se ferait défoncer. Je le sais, Bourigeaud, on le détruirait à l'OM. On dirait ah il est nul. Moi je sais que Bourigeaud on le détruirait à l'OM. Franchement, il y a une chance sur deux qu'on finisse par l'accepter un peu comme Jordan Verretou, ou qu'on se dise ah ok c'est quand même un joueur utile. Mais il y a de très fortes chances qu'on le détruise un petit peu comme Valentin Rougier parce que c'est surtout un joueur utile dans un collectif, etc. Et il y a des choses à dire en fait, c'est assez simple. Pour faire du populisme et pour répéter les mêmes choses, les choses qui font plaisir aux supporters à un moment A, franchement c'est simple. Moi faudrait qu'on fasse ça. Faudrait qu'on fasse ça. On va trouver une nouvelle rubrique. Une nouvelle rubrique. La chose à dire. La chose à dire. Ce serait assez marrant. C'est marrant parce qu'il y a vraiment il y a des choses bateaux à dire, à répéter tout le temps. Et étant donné qu'en plus de ça, il y a tellement d'émissions de débats, de trucs, et ben voilà, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de choses et ça rentre dans la tête des supporters au bout d'un moment. Ça rentre dans la tête des supporters et moi ça m'embête un petit peu parce que les supporters de l'OM méritent mieux en fait. Ils méritent mieux que ça. Mais quand on leur répète à longueur de temps les mêmes choses, que eux, ils ont simplement et normalement une fibre passionnelle, il y en a beaucoup, c'est juste par passion, ils suivent l'OM, ils sont déçus parce que l'OM est mauvais. Et après, ils écoutent des trucs et ça leur rentre dans la tête, qu'ils le veuillent ou non. Et franchement, c'est aussi, c'est pas pour dire les supporters de l'OM, ils sont pas plus cons que d'autres. Par contre, il y a beaucoup plus de monde qui leur parle et qui répète les mêmes choses quand même. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. Au stade, c'est différent des réseaux sociaux. Ce que tu dis, c'est plutôt les réseaux qui font ce que tu dis. C'est pas Pet13 qui nous dit ça sur le chat. Oui et non. Tu vois, quand même, t'as un truc. En fait, ce qui se dit sur les réseaux, ça se répercute beaucoup au stade.
Et nous, on le voit aussi comment sur la fameuse fancam, parce que sur la fancam, il y a plein de choses qui sont répétées, qu'on nous dit, qu'on lit à longueur de temps sur les réseaux sociaux. Et moi, il y a plein de choses. Il y a ce fameux exemple un petit peu extrême, mais de l'époque de Valère Germain à l'OM. C'était après OM Strasbourg, il me semble. En Coupe de France, Coupe de France, il me semble, sous Villas-Boas, et il ne joue pas Valère Germain. Il me semble que c'est ce match-là. Je sors pour faire la fancam et on me dit, et je dis ah ok donc machin, t'as pensé quoi des joueurs? Ah Valère Germain, il est nul à chier. Ben, il a pas joué Valère Germain. Mais oui, mais étant donné que des influenceurs insistaient là-dessus, sur des running gags, sur le ton de l'humour, et ben en fait, ça y est, c'était rentré dans la tête de tout le monde et il fallait détruire ce mec-là, alors qu'il avait même pas joué au foot. Et il y a des choses quand même comme ça qui se répercutent assez vite. Et je trouve qu'il commence à y avoir en fait, je pense que les deux commencent à se mixer un petit peu. Après, Papette, peut-être que toi, ce dont tu parles, c'est les supporters qui sont au-delà des 30 ans et qui, eux, ne sont pas forcément sur Twitter, qui est un peu le réseau principal, qui n'écoutent pas forcément des émissions sur Internet, etc. Bah, attends, je te réponds après. Mais donc ces gars-là, ils vont peut-être avoir un truc un peu différent. Là, on est d'accord. Mais ces gars-là, ils vont, par contre, s'ils vont pas écouter les émissions sur les réseaux sociaux, les émissions Internet ou les émissions sur les réseaux sociaux, ils vont quand même pouvoir par moment écouter, je sais pas, tu vois, par exemple l'after ou ce genre de truc dans la voiture, dans le machin. Et il va quand même et l'after va pouvoir aussi parler de polémiques qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et donc ça crée un cercle qui, dans tous les cas, rentre dans la tête des gens, tu vois. Je pense qu'il y a un petit peu ça. Et tu vois, parce que tu me dis aussi, on peut aussi dire que ceux qui viennent à la fancam ont l'âge des réseaux sociaux. Tu vois rarement un gars de la cinquantaine venir dégommer l'OM. Bah, t'en vois un petit peu quand même. T'en vois un petit peu, mais moins. C'est vrai, tu vois, comme je te disais, mais moins. Mais cependant, il y a un vrai cercle maintenant et il y a les vraies mêmes choses qui se répètent. Alors après, voilà, c'est que l'OM, c'est que du football, c'est pas non plus la fin du monde. Mais je pense qu'il y a moyen en fait, qu'il serait important de commencer à créer des analyses différentes. Et tu sais, l'un des trucs aussi qui m'a surpris, Papette, à la fancam, les fois où je l'ai faite ces derniers temps, donc enfin, moi, c'est pas mon truc préféré, etc. Mais FCM me demande de le faire. Et puis voilà, je suis rémunéré pour le faire. Et puis par moments, eh ben, j'ai des bonnes surprises. Il y a des mecs en plein milieu de la crise qui essayaient d'avoir un discours raisonné et qui essayaient de dire des choses intelligentes. Et sauf que ces mecs-là, à ce moment-là, c'est pas ce dont on a envie d'écouter. C'est pas ce dont on a envie d'entendre. Donc voilà. Et c'est un petit peu embêtant. Et voilà, on vit à l'heure de l'instantané, exactement. Et Slim qui parle de la grève de la faim contre Balerdi, c'était réel. Bon, déjà, c'était pas réel. C'est pas une vraie grève de la faim. Ce mec-là, il est parti manger un McDo, je pense, après avoir fait son petit truc sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mais ça c'est typique aussi, tu vois, Balerdi c'est typique aussi des trucs un petit peu populistes, un petit peu faciles que l'on peut faire et pourtant Balerdi il est critiquable, tu vois. Balerdi, moi je pense qu'il est critiquable, je pense qu'en effet là il commence à remettre sa balance à l'équilibre, mais le fameux truc de la balance que je répète à longueur de temps, pour moi la balance de Balerdi était tombée dans le négatif depuis le match, le match OM Strasbourg au Vélodrome où il fait cette faute sur Habib Diallo qui était très sévère, on lui met un rouge très sévère, mais il l'a faite 50 fois. Et 50 fois, on a dit ah, c'est très sévère ce penalty. Oh, c'est très sévère ce carton rouge contre Balerdi. Ah, c'est très. Et tu dis non, Balerdi, bah non. Là, parce que le football, j'ai un avis négatif de toi à cause de ce que tu fais sur le terrain. Et je peux l'expliquer. Parce que c'est une répétition à longueur de temps des erreurs que tu fais, qui nous coûtent trop cher. Même si je trouve que tu es bon le reste du temps, mais ces erreurs-là gâchent. Enfin, on peut essayer de développer un vrai un vrai discours et
et voilà. Donc c'est un peu Balerdi, c'est un bon symbole de tout ça. Et il y en a certains qui essayent aussi quand même de développer d'autres choses. Là, ça fait longtemps que j'ai pas été écouté, mais You sur Twitch essaye de faire des débriefs où tu as un autre écho un petit peu. C'est les gens qui l'invitent, c'est un petit peu Radio Libre, ont un petit peu un autre écho. Il essaye de parler d'autre chose. Bon, voilà. Il faut aussi développer une autre vision du foot que la vision du foot. Un petit peu facile, un petit peu simple, que l'on retrouve un petit peu partout. Balerdi critiquable comme les jeunes défenseurs de Bundesliga le sont, mais eux valent 50 millions. Il y a peu de jeunes défenseurs vraiment fiables. Ouais, après, Balerdi, je sais pas. Je pense que Balerdi est en train de devenir un très bon joueur sur cette seconde partie de saison. Je pense que d'avoir connu Sampaoli, Tudor, des saisons bordéliques à l'OM, ça commence à lui faire un vrai bagage. Le fait d'avoir fait tant d'erreurs, ça commence à lui faire un vrai bagage. Et peut-être qu'en fait, il avait besoin de mettre des choses dans son bagage et que le seul problème, c'est qu'il les a mises à l'OM. Que donc toutes ces erreurs, peut-être qu'il va enfin apprendre à arrêter de les faire, de tout gâcher, de gâcher ces excellents matchs qu'il fait très fréquemment, parce que des excellents matchs, il en fait très fréquemment. Mais malheureusement, il y a beaucoup trop de ces excellents matchs qui ont été gâchés par des grosses erreurs. Parce que sinon, vraiment, c'est un joueur qui, dans les duels, est bon, qui, dans la relance, est bon, qui, techniquement, est très correct, qui n'est pas lent. Enfin, il a beaucoup de qualités, Balerdi, qui, en plus, est un bon coéquipier. Donc, il a beaucoup de qualités. Mais il a gâché beaucoup trop de choses. C'est un peu dommage. Et voilà, je sais pas où ça va aller, Balerdi. Il y a des moments, je lui souhaite d'aller... en fait, ce qui serait... Franchement, tu vois, l'Ajax, je me disais, pourquoi pas aller à l'Ajax? Ça pourrait être pas mal pour lui quand il a eu cette offre-là, pour définitivement lancer sa carrière. Après, s'il la lance définitivement, s'il reste à l'OM l'an prochain, qu'il devient le patron de la défense, franchement, il a appris, il connaît le contexte marseillais, et qu'on le revend 30 millions à la fin de la saison prochaine. Bah voilà, on aura aussi une belle histoire avec Balerdi. Parce que peut-être qu'à un moment aussi, on peut prendre du recul. Se dire, oui, on est passionné, on veut que l'OM gagne, etc. Mais en fait, on veut surtout vivre des choses intenses avec l'OM. Et des choses qui ne sont pas décevantes. Et si Balerdi finit par réussir à l'OM, eh ben, on en parlera dans 10 ans et on se dira, ah putain, tu te souviens Balerdi? Et je vous assure que dans 10 ans, il n'y aura plus personne pour se souvenir de ces... Il y aura encore quelques gens qui se souviendront de ces cagades. Mais si il part sur une très bonne note et qu'on le vend cher, on dira, un joueur comme Balerdi, ça deviendra un exemple pour beaucoup, et ce sera marrant parce que le nombre de débats à la con qu'on aura eu avant ça, c'est assez amusant. Ce qui est marrant, c'est que les autres défenseurs qui ont le syndrome Balerdi en ce moment, Klose, Merlin, Gigot, font une boulette et dégagent le but direct. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas marrant, mais je vois, enfin, c'est de ma faute, c'est la faute de ma formulation qui arrête pas de dire ce qui est marrant, mais ouais, il faut travailler les dégagements, et en tout cas, ce qui est bien, c'est que toutes ces erreurs à répétition que l'on fait ne nous coûtent pas les matchs depuis que Gasset est arrivé, et au contraire, il relance l'équipe, parce que je suis même pas sûr, imaginons que Clermont ne revienne pas. Peut-être qu'on en met un deuxième, ou qu'on tremble jusqu'à la fin, qu'on gagne 1-0 de manière beaucoup moins convaincante. En fait, là, la difficulté, cette équipe, avec Gasset, elle montre aussi un vrai pouvoir de réaction. Donc c'est plutôt cool. Salut Sodomi29. Oh putain, j'avais pas lu le truc. Parce que c'est S-C-E-A-U. Oh là 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 là. Ouh. Ça risque d'être compliqué. J'espère que ça va être... Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, c'est pseudo dans le chat. C'est justement au moment où j'allais dire, bon bah justement je m'en vais. Les affres de Twitch. C'était marrant. Je l'ai pas vu venir.
Bon, c'est la preuve qu'il faut qu'on s'arrête. Voilà, la fin parfaite. En effet. En effet. Là, tu es arrivé parfaitement pour terminer. C'est une fin. C'est une fin en boulet de canon, on dira ça. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube. Il y a la présentation de Villarreal qui va arriver. Et autrement, on se retrouvera vendredi pour un débrief on espère, une victoire face à Villarreal. Et on espère une grosse victoire. Un gros truc bien méchant contre Marcelino où il repart avec 4 buts dans la musette. On serait bien content. Et on se dit à vendredi. À vendredi. Et puis avant ça, sur la chaîne YouTube, vous retrouverez la présentation de Villarreal. Merci beaucoup, surtout à toi. Domi, comme on t'appellera désormais. La prochaine fois, je ferai attention. Avant de lire les pseudos, je vais faire gaffe. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao, bon dimanche.